Nous sommes à la Philharmonie de Paris, qui a fêté ses 10 ans au mois de janvier. La Philharmonie de Paris, c'est une salle, une des meilleures salles de concert de Paris, mais qui n'a pas pour vocation que d'organiser des expositions ou des concerts. Elle a aussi des vertus pédagogiques, avec notamment la création de la Philharmonie des enfants, qui est une création relativement récente. C'est Constance Lombard qui nous accueille. Merci Constance. Constance, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et nous raconter votre parcours jusqu'à votre arrivée à la Philharmonie de Paris? Bonjour Luc, je m'appelle Constance Lombard, je travaille depuis une vingtaine d'années dans le secteur du mécénat culturel. À l'origine, j'ai une formation littéraire en philosophie et commerciale à HEC et Sciences Po, et j'ai découvert le mécénat culturel à travers mon mémoire de recherche. J'ai commencé au musée du Louvre il y a 20 ans, grâce à une rencontre avec Christophe Monin, grand professionnel de la culture et du mécénat. Et pendant 10 ans, nous avons développé ensemble de nouveaux outils pour développer le fundraising en France à travers de la levée de fonds auprès de fondations, d'entreprises, mais aussi de philanthropes individuels. Au bout de 10 ans, après cette aventure du Louvre, j'ai souhaité rejoindre les musées de la ville de Paris, plus petit musée, mais très intéressant car en plein développement. Et j'ai participé à la conception et au déploiement des nouvelles collections du musée Carnavalet, qui a été l'objet d'une très belle restauration. J'ai également travaillé sur la crypte de Notre-Dame et les catacombes en tant que chef du service communication, presse et partenariat. Et au terme de ces 3 années, je suis allée au Grand Palais qui entamait sa grande restauration. Une grande restauration qui avait besoin de fonds, car c'était un budget très conséquent. Et restauration qui aboutit cette année à un nouveau Grand Palais réouvert que vous allez découvrir au mois de juin. Et donc pendant 7 ans, j'ai levé des fonds pour cette restauration et pour la programmation de réouverture du Grand Palais. Et donc au terme de ces 20 ans dans le secteur patrimonial, j'avais envie de découvrir un nouvel univers, celui du spectacle vivant et de la musique. Donc la Philharmonie a été un lieu particulièrement intéressant puisque c'est à la fois un lieu de production musicale, mais aussi, on va le voir, un lieu de transmission, d'enseignement, avec un projet sociétal très fort. Quel a été le déclic pour vous, les moments clés qui ont orienté votre carrière vers le mécénat et l'engagement culturel? Je suis arrivée sur le marché du travail juste après le vote de la loi Aillagon en 2003. Donc c'était un moment particulièrement favorable avec un terreau très fertile, puisque cet outil fiscal permettait de déployer un modèle à la française du mécénat, qui n'est pas exactement le même que dans le monde anglo-saxon, mais qui est un modèle qui permet de compléter les financements publics qui ne peuvent plus suffire à faire vivre les structures culturelles qui se développent, qui amplifient leurs actions. Et donc cette loi a été un déclencheur, mais surtout la rencontre avec Henri Loiret, le président de l'époque du Louvre, qui lançait de grands travaux pour le Louvre, la construction du Louvre-Lens, l'édification du département des arts de l'islam, la restauration des salles d'objets d'art 18e, l'invitation aussi à des artistes de disciplines très différentes, musicales, cinématographiques, littéraires. Et toute cette politique de développement culturel ne pouvait se déployer qu'à travers le mécénat et l'apport de ressources extérieures. Et donc c'est cette rencontre qui a donné un élan à ma carrière. Qu'est-ce qui vous anime personnellement dans votre mission au quotidien, à l'interface entre art, engagement social et financement? Je pense que ce qui m'anime et qui anime tous les professionnels de la culture, c'est de servir un projet dans lequel on croit, qui est un projet bien sûr artistique et culturel, avec une exigence en termes de choix des artistes, de programmation, mais aussi un projet qui a un impact sociétal fort, où on se dit très concrètement qu'on va changer la vie des gens. Et c'est cette ferveur, cet engagement dans un projet qui fait qu'on adhère à une institution, à un leader, et qu'on a envie de pousser ces projets en trouvant des financements pour les réaliser. Y a-t-il eu une initiative qui vous a particulièrement ému ou transformé dans vos fonctions récentes? Ce n'est peut-être pas une initiative, mais c'est plutôt le constat que les actions engagées avaient un impact réel sur la vie des gens et notamment sur la vie des jeunes. La Philharmonie, c'est 1 500 000 visiteurs par an et la moitié, donc 750 000, participent à des actions éducatives. Et le résultat de ces actions éducatives, on le mesure aujourd'hui concrètement à travers des études, à travers des analyses faites par des sociologues, par des économistes qui regardent sur des trajectoires très longues, à quel point on a changé la vie des jeunes qui ont bénéficié de nos actions. La dernière étude qui m'a beaucoup marquée a été réalisée au mois de mai et elle montre comment les jeunes nés en 2013 qui ont bénéficié d'un accompagnement de la Philharmonie
ont eu tout simplement une vie plus belle parce qu'ils ont appris le sens du collectif, l'émotion musicale et en quoi leur trajectoire scolaire, leur trajectoire professionnelle, leur trajectoire d'inclusion aussi dans la société a été totalement modifiée par ces actions, par ces projets musicaux qui ont marqué leur vie pendant plusieurs années. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très fort et très émouvant de voir que ces actions-là ne sont pas ponctuelles, ne sont pas juste un éveil musical très limité dans le temps, mais ont un impact sur l'évolution de jeunes gens. Est-ce que vous pouvez expliquer votre rôle actuel? Quelle est votre mission? Quel est votre quotidien? Alors, ma mission en tant que directrice du mécénat et du développement, c'est tout simplement de lever des fonds pour la Philharmonie de Paris. La Philharmonie de Paris, c'est un budget d'environ 100 millions d'euros par an et 10 à 11 millions d'euros reposent sur des recettes propres. Ces recettes propres, on les trouve auprès de différentes communautés. Ça peut être des entreprises, des sponsors, ça peut être des fondations ou alors des communautés de philanthropes individuels. Donc ma mission, c'est de convaincre toutes ces communautés de nous soutenir et puis surtout de les élargir. Donc de nous adresser bien sûr à des mélomanes, à des grands amateurs de musique, mais aussi à des philanthropes qui ont envie que leur don ait un impact sociétal, qu'ils le mesurent, et qui participent à la vie de notre établissement. Mon rôle au quotidien, c'est d'encadrer une équipe d'une vingtaine de personnes qui, chaque jour, sollicitent des nouveaux mécènes et essayent de les convaincre que l'aventure dans laquelle ils vont s'embarquer est une aventure utile, en plus d'être une aventure, bien sûr, de grande émotion et de grand plaisir. Mais en quoi la musique est-elle, selon vous, un levier de transformation sociale? La musique est un outil de transformation sociale dans la mesure où la manière dont elle est pratiquée, enseignée, transmise est une manière non pas inhibante ou trop académique, mais une manière de montrer que la musique, c'est aussi une façon de vivre ensemble. Donc toutes les pédagogies qu'on utilise à la Philharmonie sont des pédagogies qui ne font pas appel uniquement à l'intelligence, à la rapidité, à la concentration, mais aussi au corps entier, parce que jouer de la musique, c'est utiliser son corps comme instrument de musique. Et donc on apprend aux jeunes et aux moins jeunes, puisque nos ateliers sont ouverts aussi aux plus âgés, à s'engager dans le geste musical avec tout leur corps. Donc on enseigne aussi la danse, le body clap, on joue d'un instrument dès le début, sans forcément passer par le solfège comme un prérequis. Et également on apprend la musique en collectif, en groupe, parce que c'est un plaisir qui doit être partagé. Et donc ça, c'est un peu le leitmotiv de toutes nos actions, de montrer que la musique, c'est avant tout un lieu de partage et pas seulement une pratique exigeante. On pourrait croire que la musique classique est une affaire réservée à un certain public. Comment faites-vous pour l'ouvrir à tous? Alors tout d'abord, on essaye de décloisonner les disciplines, de ne pas isoler la musique classique comme un espace élitiste, mais au contraire, la Philharmonie, c'est le lieu de toutes les musiques. Ça va de la musique classique aux musiques actuelles, en passant par le jazz, les cultures urbaines ou le baroque. Toutes sont traitées avec la même rigueur, la même exigence, la même ouverture d'esprit. Et le prérequis à l'ouverture, c'est justement que notre programmation soit le reflet de ça. Donc on fera le même accueil à un rappeur et à une grande star du baroque. Ensuite, dans la manière d'enseigner, on va aussi s'ouvrir à toutes les cultures. Par exemple, lorsqu'on travaille avec des jeunes issus de familles non occidentales, on va travailler aussi le patrimoine des familles, le patrimoine musical. Donc ils vont apprendre bien entendu des grands morceaux de la musique classique, mais ils vont aussi retravailler le patrimoine musical de leur famille. Et cette découverte de l'autre, cette découverte de la complémentarité des cultures musicales est très importante pour nous. On vient de réouvrir par exemple le musée de la musique. Et dans le nouveau parcours, on met en perspective l'histoire des instruments de la musique occidentale avec l'histoire des instruments des autres cultures. Et ce dialogue permet de montrer que finalement, les instruments de musique se dialoguent entre eux. Par exemple, un oud et un luth sont mis en regard pour montrer qu'il n'y a pas une musique classique qui serait portée sur un piédestal et d'autres musiques qui seraient périphériques ou parallèles, mais que toutes ont un dialogue entre elles et qu'aucune n'a plus de légitimité que les autres. À quand une exposition sur Brian Wilson? Là, actuellement, on a une exposition sur le disco et on montre à quel point le disco, c'est bien sûr une musique plaisante, populaire, qui parle à toutes les générations, mais c'est aussi une musique d'émancipation, une musique qui a porté des luttes politiques. Et donc, c'est une musique qui a une grande profondeur sociétale, malgré sa légèreté apparente. Quelles sont les actions d'inclusion de la Philharmonie? En termes d'inclusion, par exemple, on a créé une radio qui s'appelle La Balise,
qui est une radio pédagogique totalement conçue par des jeunes gens qui habitent le 19e arrondissement et qui inventent une radio très populaire destinée aux publics locaux. Et ça, c'est un projet d'inclusion auquel on tient beaucoup. On n'a pas encore parlé des orchestres Demos, qui sont des orchestres présents dans toute la France, qui ont été créés il y a 15 ans, qui ont été créés avec l'aide de partenaires sociaux, d'acteurs sociaux, qui identifient des enfants, des enfants qui n'ont pas accès par leur famille ou par leur lieu de résidence à des structures musicales, et qui pendant 3 ans vont travailler la musique sous forme orchestrale, donc en orchestre. On leur confie un instrument de musique. Et au bout de 3 ans, ils atteignent un niveau tout à fait stupéfiant. Ils viennent se produire sur la scène de la Philharmonie de Paris, ils se produisent sur des scènes locales, et on voit bien à quel point ils atteignent un niveau comparable à celui des conservatoires, et ils peuvent se déployer leur talent bien au-delà de ce qu'ils pensaient à l'origine. Selon vous, la philanthropie culturelle est-elle un moteur suffisant pour initier des changements structurels? La philanthropie n'est absolument pas un moteur suffisant. C'est avant tout à l'État d'impulser ces politiques, ces politiques de rencontre, d'échange, de partage. Bien entendu, les mécènes sont décisifs. Le projet Demos, par exemple, est financé à 1/3 par l'État, à 1/3 par les collectivités territoriales et à 1/3 par les mécènes. Et je pense que ce modèle est très équilibré parce que les mécènes ont besoin de sentir que l'État impulse et propose des actions d'intérêt général. L'État ne peut pas tout faire, a des contraintes de finances publiques qu'on connaît et a besoin du relais des mécènes. Et les acteurs locaux aussi ont leur rôle à jouer. Donc il faut que ce soit vraiment un équilibre très bien dosé entre ces 3 puissances qui soutiennent ces projets d'ambition. Et on ne peut absolument pas reposer sur une seule source de financement, sinon le risque est fort de voir ces projets s'arrêter sur le court terme, alors qu'ils sont absolument indispensables sur le long terme. Quel est le rôle de la Philharmonie dans l'émergence d'un monde nouveau? Je ne sais pas si on peut faire émerger un monde nouveau à partir de l'ancien, puisque l'ancien est malheureusement présent et préoccupant. À notre petite échelle et très modestement, sans réinventer un monde nouveau, notre but est d'accueillir de plus en plus de public. Le paysage culturel français est quand même un des paysages les plus riches. Alors certes, les financements publics se raréfient et on sent que les recettes propres sont totalement indispensables. Mais il y a quand même à la tête de chaque établissement, qu'il soit énorme comme la Philharmonie ou plus modeste localement, des personnes visionnaires, investies et qui tentent à leur échelle de faire évoluer les pratiques. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui veut se lancer dans le mécénat culturel ou le mécénat tout court? S'ils sont comme moi mus par un projet, s'ils sont émus par une pratique artistique, qu'ils s'y engagent pleinement, en sachant que c'est cette motivation-là qui doit demeurer. C'est un engagement total, ce sont des métiers très gratifiants, mais pas forcément d'un point de vue pécuniaire. Donc il faut se lancer dans cette aventure si et seulement si on pense de manière très viscérale que ces projets culturels ont un impact, qui peuvent nourrir une personne, qui peuvent nourrir une carrière. C'est un marché du travail assez limité, assez étroit, constitué de personnes passionnées. Donc il faut s'y lancer en toute connaissance de cause. Constance, merci. Merci Luc.